Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce forum des rédactions. Le forum des rédactions de ce soir qui sera consacré donc à cette affaire à Bonagate. On appelle cette affaire désormais jusqu'où cette affaire pourrait nous conduire. C'est un point d'interrogation et puis mes débatteurs vont répondre à cette question sur ce plateau. Si le temps nous le permet, nous allons parler de la levée de la mesure d'interdiction d'exportation, bien sûr, des produits vivriers également, si le temps nous le permet. C'est bien l'actualité, c'est des sujets d'actualité qui vont donc animer ce plateau avec mes deux débatteurs déjà en place. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, nous sommes vendredi 4 juillet 2025 et comme vous le savez, tous les vendredis, le pouvoir est à l'analyse politique, le laboratoire des analystes politiques. Le débat démarre dans un court instant, une courte pause et je vous présente les débatteurs. Retour sur ce plateau maintenant, à ma droite, Oumar Adéandjou. Bonsoir Oumar. Bonsoir Amaury, bonsoir Hector, bonsoir chers téléspectateurs. Il l'a dit, Hector est sur ce plateau, Hugues Hector Zogo à ma gauche. Bonsoir Hugues Hector Zogo. Bonsoir Amaury, bonsoir Oumar, bonsoir également aux téléspectateurs. Et tout de suite, nous allons partir pour le premier thème de cette émission, à Bonagate, jusqu'où cette affaire pourrait nous conduire. C'est une grosse interrogation. Et les quotidiens également s'interrogent et c'est Khonoubo qui pose une question capitale. Merci à Marcel Yedo qui réalise cette émission avec Alain Alou. Au son, comment Paulin Akpona trouvera-t-il les preuves de ces allégations? Le quotidien va plus loin et s'interroge s'il va devoir s'appuyer sur les cadres du ministère qui sont encore au sein du ministère pour avoir les informations pour justifier ces allégations. Hugues Hector Zogo, Oumar Adéandjou, le ministre quand même a fait une lettre d'excuses et a expliqué vraiment et a regretté les faits, mais pourquoi l'affaire continue de faire son chemin? L'affaire continue de faire son chemin parce qu'il s'agit d'un dossier qui se transmet et qui prend la tournure d'une affaire d'État. Il s'agit d'une personnalité, une grande figure politique de notre pays qui plus est a servi le président de la République, Patrice Talon, en tant que ministre. Et le portefeuille qu'on lui a confié, c'est un portefeuille assez sensible, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Donc, quand on se retrouve avec un acteur qui fait des déclarations aussi graves, je pense que l'attitude à adopter, c'est de pouvoir chercher à mettre la lumière et comprendre ce qui s'est effectivement passé. On se retrouve là avec un dossier à la limite de corruption. Parce que des déclarations, on comprend quand même qu'il y a eu des fonds qui auraient pu servir à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et qui ne l'ont pas été. Je voudrais que vous portez des gants, un dossier supposé de corruption. Non, puisque le ministre, dans sa lettre d'excuse, a dit qu'il a eu à se méprendre. Donc, non, je préfère ne pas prendre les gants dont vous parlez là, parce qu'il a reconnu lui-même que, effectivement, il y a eu détournement et qu'il fait plutôt référence à d'autres cas qui se retrouvent devant la criette. Donc, pour moi, c'est assez clair
est-ce qu'effectivement il parlait de cas se retrouvant devant la criette ou est-ce qu'il est en train de parler de son prédécesseur, le ministre Adambi, qui finalement a pris la responsabilité de déposer une plainte contre lui? Ça, c'est un autre débat. Mais en l'état tel que les déclarations ont été faites et qui existent, il ne peut pas aujourd'hui revenir nous présenter autre chose. Moi, en tant que citoyen béninois, j'ai hâte de comprendre effectivement ce qui s'est passé. Je veux connaître qui sont ces siphonneurs de la République dont il a parlé, parce que sous le régime du président Patrice Talon, ce qui a été vendu comme, je vais dire, leitmotiv et qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est la lutte contre la corruption. On a vu plusieurs cadres de nos ministères qui malheureusement se sont retrouvés dans des dossiers de malversation économique et financière et qui systématiquement ont été interpellés par la justice. Alors, quand on se retrouve dans un régime comme ça, où le chef de l'État, déjà dès la prise de fonction, a signifié clairement que pendant sa mandature, il n'y aura pas d'éléphant blanc et qu'il ne laissera pas des cas de malversation financière passer sous silence. Et qu'un ministre du gouvernement, au cours d'une sortie, puisse faire des déclarations aussi graves, pour moi, il faut poursuivre. Poursuivre et savoir où est-ce qu'il y a la vérité. Les excuses, oui, c'est un fait. Mais au-delà des excuses, nous sommes dans un état de droit. Et comment aura-t-il les preuves, comme s'interroge le quotidien Renouveau? Je ne voudrais malheureusement pas. Je ne voudrais pas que la presse soit finalement l'outil dont on doit se saisir pour faire croire que les cadres du ministère ne vont pas collaborer et que par conséquent on ne détient pas des preuves. Parce que c'est une piste. C'est une façon de dire demain, oui, c'est parce que les cadres du ministère n'ont pas collaboré avec moi que je n'ai pas les preuves. Donc je ne voudrais pas que la presse soit objet de cette mauvaise lecture qu'on portera, de cette responsabilité qu'on portera au cadre de ce ministère-là. Est-ce que c'est ce que vous lisez à travers le titre du quotidien? Évidemment. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Il ne faudrait pas qu'on commence par je vais dire, préparer... Le ministre n'a pas eu les preuves avant de faire sa déclaration. Il ne faudrait pas qu'on commence par préparer la conscience des âmes faibles pour dire, oui, ce qu'il a dit, c'est pertinent. Avant de faire sa déclaration, est-ce que ce n'est pas les preuves qu'il a avant de faire cette déclaration? Bien évidemment. On fait des déclarations comme ça? Évidemment. Donc pour moi, le ministre, s'il a pu faire une déclaration aussi grave, encore que c'est un auditeur, c'est un auditeur. Mais il n'est pas venu auditer le ministère. Mais vous ne savez pas. Il n'a pas été mandaté pour ça. Il est le ministre du ministère. Il a été mandaté pour être ministre. Écoutez. Et non auditeur. Quand je vous parle de son statut d'auditeur, c'est pour vous dire qu'il ne peut jamais prendre le risque de faire des déclarations aussi graves si à un moment donné, il ne détenait pas devers lui des preuves. Et pourquoi ces excuses n'auront pas d'effet? Il a présenté des excuses à son prédécesseur. Il a présenté... Et il a dit qu'il ne parlait pas de lui. Mais il a présenté des excuses à son prédécesseur. Ça ne suffit pas? Mais ça ne suffit pas. Au-delà des excuses. Les excuses, c'est entre deux hommes, entre deux individus. Mais les siphonneurs dont il parle, il faut qu'à un moment donné, on puisse savoir combien de milliards de nos francs CFA ont été détournés. Il n'a pas présenté d'excuses aux siphonneurs? Mais écoutez, les citoyens que nous sommes, nous avons besoin... Ce matin, par exemple, sur votre plateau de Matin d'Éden, est-ce que vous n'avez pas présenté un dossier concernant l'éclairage public? Bien sûr que oui. Alors, les populations sont en train de souffrir. Le chef de l'État est en train de tout faire pour que chaque Béninois puisse serrer des ceintures et qu'on ait des résultats tangibles en termes de réalisation d'infrastructures. Et c'est au même moment qu'un ministre se lève et parle de siphonneurs de la République. Et vous voulez qu'on ne puisse pas, dans un État démocratique, que la justice n'aille pas au bout. Si la justice n'arrive... Il a juste un peu trop parlé, c'est tout. Mais non! Non! Il faut que devant la justice, il démontre effectivement qu'il a juste un peu parlé. Maintenant, la justice va s'en occuper. Mais moi, je trouve
qu'au regard du poste qu'il a occupé au sein de ce gouvernement-là, s'il est arrivé à faire de pareilles déclarations, il y a forcément anguille sous roche. Très bien. On s'en arrête là d'abord pour écouter Ouma Adéanjou. Adéanjou, Adjache News. Le quotidien Adjache News même s'invite dans la danse avec son titre de ce vendredi, bien sûr, avec la Haute Cour de justice qui s'est auto-saisie de cette affaire. Jusqu'où ira-t-on avec cette affaire? Oui, c'est là toute la question. Et je suis complètement... on pense que c'est un test grandeur nature pour la Haute Cour. La Haute Cour pour le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption de Jacques Migan. Je pense que lui, il est déjà dans son rôle. Il est là pour ça. Il est là pour donc essayer de voir tout ce qui a rapport avec la communication. Comment est-ce qu'on peut éclairer le public? Comment est-ce qu'on peut mettre à nu toutes ces manigances-là qui pourraient avoir lieu au plus haut sommet de l'État? C'est son boulot. Et Jacques Migan est en train de faire son boulot. Et ça, je suis complètement d'accord. Et cette affaire est en train de, à mon humble avis, comme l'a dit Hector, on doit aller d'abord jusqu'au bout de, comment on appelle, du processus judiciaire, mais j'ai l'impression que cette affaire est en train de s'apparenter à une grosse bourde dont on connaît déjà celui qui va payer les pots cassés. Pour plusieurs raisons. Très tôt, lorsque le porte-parole du gouvernement est intervenu à la suite donc des déclarations, à la suite même, je vais dire, du limogeage de Paula Akpolon donc du gouvernement, il est intervenu et il a bien précisé, je crois sur une radio, je ne me souviens plus exactement du nom de la radio, où il disait que lui, il est certain que tout ce qu'il a avancé là, tout ce que M. Akpolon a avancé, tout ce qu'il a dit en public, face caméra de surcroît, à Titirou ou à Parakou, que cela, lui, il est sûr qu'il n'y a aucune preuve en réalité. Qu'il a dit, il a dit en réalité une bêtise. Ça, c'est déjà un premier plan. Et celui qui dit des choses aussi graves, un haut fonctionnaire de l'État, un ministre de surcroît, qui devant, comme on appelle, devant un public et devant des caméras dit, il y a des siphonneurs donc des deniers publics, il y a un fils du terroir, voilà, il a accusé, voilà. Donc, celui qui arrive à parler comme ça, lui-même revient après pour présenter des excuses. Cela s'apparente, à mon humble avis, à une bourde monumentale qui est en train de faire jaser. Je ne sais pas si vous avez le courrier sous la main pour qu'on analyse un peu le contenu. Le contenu de ces excuses, je ne l'ai pas sous la main, mais je l'ai lu et à travers le média en ligne Banuto, je l'ai lu et dans ce courrier en ligne, il a dit qu'il s'excusait. Que ses propos, les propos qu'il a tenus n'étaient pas fondés. Il a utilisé même des mots un peu plus durs même que ça, pour dire que c'était sans fondement. Et qu'il présentait ses excuses au peuple béninois, à son prédécesseur, et au gouvernement, et au président Patrice Talon. Donc, vous voyez, déjà, quand celui qu'on envoie devant la justice dit « Ah, je reconnais », même avant d'être devant le juge, il dit « Je reconnais que j'ai commis une erreur, j'ai commis une bourde, j'ai un peu trop parlé pour utiliser votre expression. » Moi, je pense que déjà, on connaît plus ou moins l'issue de cette affaire. Ça, c'est moi, mon avis. Jusqu'à cela va... Mais pourquoi, malgré ces excuses qu'on a vues circuler à partir de samedi matin, la Haute Cour, le Haut Commissariat de Jacques Migan, se saisit de cette affaire néanmoins? Parce que c'est son rôle. C'est le rôle du Haut Commissariat. Dès qu'on sent qu'il y a de la corruption au plus haut sommet de l'État, dans l'administration, quel que soit le niveau, en tout cas dans l'administration, il doit pouvoir s'auto-saisir et aller donc vérifier qu'est-ce que les autorités, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu faire avec l'argent public, à quoi est-ce que ça a servi, qui sont les personnes concernées pour que ensuite la justice puisse prendre le relais et donc et punir les coupables. Voilà un peu le rôle. Lui, il est dans son rôle. L'ancien bâtonnier Jacques Migan joue son rôle. Il a écouté M. Akpolon. C'est sûr que lui aussi va rendre compte à qui de droit et ensuite la justice va poursuivre son cours. Mais une chose est sûre, cette affaire est en train de s'apparenter clairement à une grosse bourde de M. Akpolon. Il a un peu trop parlé. Jusqu'où ira-t-on dans cette affaire? Jusqu'où ira-t-on dans cette affaire?
en tout cas visiblement, à mon humble avis, je pense qu'on va aller peut-être vers la condamnation peut-être de M. Akpona pour diffamation. C'est ce que je pense. C'est ce que, en tout cas, quand on regarde à peu près ceci, parce que il y a Samou Seydou Adambi, l'ancien, son prédécesseur, qui lui également l'a envoyé une invitation à comparaître pour le 16 juillet, donc pour diffamation. Donc il va aller déjà, donc à partir du 16 déjà, on saura sur quoi est-ce qu'il s'est fondé réellement pour dire tout cela. Donc je pense qu'il était un peu dans cette envie-là de faire de la politique politicienne et il s'y est mal pris. Il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Il voulait envoyer des pics à son prédécesseur qui visiblement peut-être était un concurrent pour lui au sein de sa formation politique. Donc il voulait un peu je vais utiliser un mot un peu dur, le démolir un peu sur le plan politique, je veux dire, pour que lui puisse aussi prendre la lumière et donc s'affirmer dans... Ça s'est retourné kazakh. Voilà, et finalement, ça s'est retourné finalement contre lui. Ça s'est retourné finalement contre lui et voilà, aujourd'hui, il doit répondre de ses propos. La grande leçon à tenir, comment on appelle, à tirer de cette affaire, déjà, à mon humble avis, même à ce niveau-là, c'est que avant de s'exprimer, lorsqu'on est de hauts cadres comme ça, lorsqu'on occupe de hautes fonctions comme ça, avant de s'exprimer en public, il faut faire très, très, très attention. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de proférer quoi que ce soit. Parce qu'à la fin, ça va se retourner contre vous si jamais ce que vous dites n'est pas vérifié, si jamais ce que vous dites n'est pas fondé. Donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, vous avez vu la rapidité avec laquelle on l'a éjecté du gouvernement. Ça veut dire que ce gouvernement, lui, il est resté dans sa logique, beaucoup de clarté, beaucoup de rigueur, l'orthodoxie financière. Dès qu'il y a un souci, ok, il n'y a pas de souci. On va pas, c'est pas que on vous méprise ou quoi, mais on vous met à la disposition de la justice afin que vous puissiez donc dire tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Et l'autre question également que pose le premier quotidien que vous avez affiché tout à l'heure, lui disait comment est-ce qu'il va se faire aider, où est-ce qu'il trouve les preuves, voilà. Où est-ce qu'il trouve les preuves pour pouvoir donc et venir donc étayer ce qu'il avait dit à Parakou. Et là, c'est là où c'est compliqué pour lui. Qui va l'aider? Même s'il avait eu des bribes, même s'il avait eu quelque chose, il n'a plus accès au ministère, ce n'est plus son ministère. Quel cadre va aller lui sortir quelque chose? Enfin, ça sera bien compliqué. Déjà, même qu'il présente des excuses, moi je pense que on connaît plus ou moins l'issue, à mon humble avis. Ouma et Hugues Hector Zogo, est-ce qu'on peut avoir lecture pour rafraîchir la mémoire à ceux qui peut-être n'ont pas lu ces notes d'excuses? C'est un peu long, mais je vais m'y prêter à l'exercice. Il m'est communiqué de presse à l'occasion d'une activité du parti Bloc républicain organisée par le ministre conseiller Rachidi Gbadabassi. J'ai été invité à entretenir les populations et autres militants des quartiers de Titiru, Okedama et Korobororu sur les questions ci-après. 1. L'accès à l'eau potable. 2. L'extension de l'électricité. 3. L'emploi des jeunes. 4. L'autonomisation des femmes. 5. L'assainissement du cadre de vie en général. Il poursuit en disant ceci. Au cours de nos échanges, et particulièrement à l'étape du quartier Korobororu, j'ai eu à parler de siphonnage du budget national portant sur des dizaines de milliards de nos francs CFA. La phrase qui suit juste après, avec un léger recul, je mesure la gravité de ces propos dont j'assume l'entière responsabilité. Les interprétations données par les uns et les autres à juste titre de mes propos tendent à accuser mon prédécesseur, ce qui n'est ni juste ni fondé. Aucune preuve ne sous-tend mes propos. C'est pourquoi je viens publiquement ici présenter mes sincères excuses à mon prédécesseur, M. Sami Adambi, par rapport aux propos incriminés qui ont pu laisser supposer un seul instant son implication dans un cas de corruption et ou de malversation. Mes excuses vont également au président de la République et à tout son gouvernement. À y regarder de près, je m'aperçois d'une véritable erreur de communication, si ce n'est une faute politique gravissime. Mes propos ont jeté un doute sur la sincérité de l'action gouvernementale et nourrissent des polémiques et divisions inutiles. J'en suis peiné et atterré. Ma pédagogie de piètre profane politique a péché par des exemples
inapproprié et auto-accusateur de l'équipe à laquelle j'appartiens. J'en suis à nouveau désolé. Je voudrais noter humblement le caractère sacré de la parole en matière politique. Tout m'engage et devrait être pesé et sous-pesé. J'en tire les leçons. J'en suis à nouveau désolé. Je voudrais noter humblement le caractère sacré de la parole en matière politique. Tout m'engage et devrait être pesé et sous-pesé. J'en tire les leçons. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont rappelé à l'ordre, à tous ceux à qui mes propos ont commis quelques préjudices ou blessés. Je présente également mes excuses à la nation béninoise, au président de la République et à son gouvernement, à mon collègue Samou Adambi et à notre parti, le Bloc républicain. Je fais la genuflexion de ma coutume Nago. Très bien. Donc voilà. Merci de nous avoir donné lecture de ce communiqué avec une clarté remarquable. Et j'ai des interrogations. Allez-y. D'abord, ce n'est pas lui qui organise l'activité. Il a été invité sur une activité. Oui. Et pourquoi ces quartiers? Pourquoi c'est ces quartiers-là qu'on a choisis? Parce que ce sont les quartiers qui sont en manque d'eau et d'électricité? Pour une interrogation. Bien évidemment, mais il fallait entretenir aussi les jeunes sur l'emploi. Est-ce que c'est les quartiers où il y a plus de chômeurs, de jeunes chômeurs? Autre interrogation. Mais lorsqu'il parle de siphonnage portant sur une dizaine de milliards, c'est avec une précision chirurgicale. Il parle de dizaines de milliards. Ça veut dire que c'est comme s'il y a eu un audit. C'est comme, je ne sais pas. Donc, et s'il avait parlé de siphonnage, et il s'est tu, ça se comprendrait. Je suis en train de m'adresser à Oumar. Oui, il pense que c'est une boude. Oui, c'est une boude, mais il va avec une précision, une dizaine de milliards. C'est comme s'il y a eu audit et qu'il y a eu un chiffre qui a été publié. Dans le même communiqué qu'il publie, le communiqué d'excuses, il dit en même temps, comment on appelle, il parle de piètre profane politique. Piètre profane politique. Donc vous voyez, c'est une bourde. Il reconnaît finalement la bourde, à mon avis, il reconnaît finalement la bourde. Mais je ne dis pas que la justice ne doit pas aller jusqu'au bout. Mais ça laisse quoi qu'il y a Anguille sous roche? Non, mais Anguille sous roche, oui. Mais c'est lui qui cause tout ça. C'est Akpona qui cause tout ça. Parce que tout le monde commence à se poser des questions finalement. Qu'est-ce qui se passe? Ça jette de l'opprobre sur le gouvernement, ça jette de l'opprobre sur son prédécesseur et peut-être même sur le parti. Parce que les gens vont se dire, mais est-ce que ce n'est pas le parti qui est en train de manigancer tout ça pour qu'on puisse mieux enfoncer Adambi, voilà, ainsi de suite. Donc, à partir de cet instant, c'est Akpona qui est à la base de tout ça. Même tous les doutes que vous avez, c'est Akpona qui est à la base. C'est lui, excusez-moi, c'est le ministre Akpona qui est à la base. Et c'est lui, parce que lui, il a tout simplement proféré des paroles que lui-même reconnaît être sans fondement. D'accord. Sans preuve. Hugues Zogo, où est-ce qu'il a trouvé ces chiffres-là? Mais évidemment, c'est ça la question. C'est pourquoi pour moi aujourd'hui, tel que Oumar plusieurs dizaines de milliards. Je crois que j'ai bien entendu. L'a si bien dit. On ne va quand même pas s'amuser. On ne va quand même pas s'amuser avec l'effort, la sueur des citoyens béninois. Parce que là, il nous parle, il a été clair, hein. Il dit qu'au cours de nos échanges, et particulièrement à l'étape du quartier, j'ai eu à parler de siphonnage du budget national portant sur des dizaines de milliards de nos francs CFA. Il est revenu dans son communiqué. Il aurait pu ne pas faire cas de ça. Et là où je dis que ce monsieur, il a forcément beaucoup d'informations à partager avec la justice, c'est que la phrase qui suit immédiatement cette phrase-là dit exactement ceci. Merci à Marcel Yedo qui a affiché avec un léger recul, le communiqué. Avec un léger recul, je mesure la gravité de ces propos dont j'assume l'entière responsabilité. Oui, il assume la responsabilité de la gravité. Mais évidemment. Il est d'accord que ces propos sont graves et il endosse ses propos. J'endosse. Il est prêt à endosser également toutes les conséquences de ses propos. Il n'a pas dit ça dans le communiqué. Oui, mais c'est ce que ça sous-entend. Ça sous-entend le fait que, oui, moi en tant que ministre sorti du gouvernement, effectivement, j'ai eu à parler de siphonnage de plus d'une dizaine de milliards de nos francs CFA. Maintenant que je suis sorti du gouvernement et que je me retrouve devant la justice, je suis prêt à en assumer les conséquences. Assumer les conséquences devant la justice aussi,
c'est de pouvoir apporter les preuves. Non, c'est reconnaître sa faute. Écoutez. Et comme on le dit chez nous, une faute à avouer est à moitié pardonnée. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Non. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. On ne fait pas des erreurs avec les chiffres. N'interprétez pas. N'interprétez pas comme ça ce qu'il dit. Il a avancé des chiffres, enfin, pas avec une grande précision. Il n'a pas dit 10 milliards 559 millions. Mais il n'a pas dit ça. Mais il a dit des dizaines. Des dizaines. On parle de dizaines. Oui, mais parce que ce ministère, dans ce ministère, on fait les choses en dizaines de milliards. Mais donc, alors, il faut comprendre ça. On parle de dizaines de milliards. Comment vous appelez l'autre truc là, ce qu'on met sur les poteaux là, comment vous appelez ça? Les transfos. Les transformateurs électriques ne sont pas à 100 000. C'est des dizaines de milliards, de millions. Donc, quand on comptabilise tout ce que... Vous savez, moi, personnellement, je me suis posé même la question de savoir pourquoi il sort ce communiqué. Le chef de l'État vous fait confiance et vous nomme ministre de sa République. Pour que vous puissiez servir... communiquer, c'est une question de responsabilité. Pour que vous puissiez servir... C'est une question de responsabilité. Pour que vous puissiez servir la nation. Et après avoir fait votre déclaration, vous annoncez à la face du monde que vous êtes à la limite un néophyte en politique. Oui. En le disant, c'est une preuve d'humilité. Non, c'est pas une preuve d'humilité. Ah oui. En le disant de cette manière-là. Oui. En le disant de Parce cette manière. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, il y a des technocrates. Mais écoutez. Qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais si je ne suis pas politique, avant que le chef de l'État ne vous nomme. C'est un jour où on rentre dans un parti politique. Avant que le chef de l'État ne vous nomme. Oui. Pas forcément. Vous discutez avec lui. J'anticipe. Vous discutez avec le chef de l'État. D'accord? Mais on ne vous a pas envoyé. Le gouvernement ne vous a pas envoyé à Parakou pour que vous puissiez dire qu'il y a des dizaines de milliards siphonnés. Est-ce que la faute doit être entièrement amputée ou est-ce à dire que quand on veut faire... Celui qui l'a invité également sur cette activité, je permets tout. Que sur cette activité, ce n'est pas lui qui peut-être... Est-ce que celui qui l'a invité à l'activité, dans l'ordre du jour, a mis quelque part dans les points inscrits à l'ordre du jour là, est-ce que vous avez vu quelque part où on a dit qu'on veut faire le bilan des projets non réalisés? Oui. Et dans l'ordre du jour, on parle de l'emploi des jeunes. Il est ministre en charge de l'emploi des jeunes. Et pourquoi on l'amène dans un quartier non électrifié? Mais il n'est d'abord pas... Je veux bien répondre à cette question. Il peut répondre à ma question. Pourquoi on l'amène dans un quartier non électrifié et qui a des problèmes en alimentation de quota? Hugues Hector Zogo, il va donner une communication là-bas. Est-ce que c'est de la communication que la population a besoin ou bien de l'eau et de l'électricité? Non, en gros, les populations ont bien envie d'être assurées que personne ne les oublie. Vous savez, lorsqu'on est dans la politique, lorsqu'on mène une action politique... Moi, je préfère les actes que la parole. Non, mais quand vous posez des actes, vous êtes au gouvernement, vous posez des actes, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde au même moment. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les zones où les gens ne sont pas encore satisfaits, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des démarches vers ces personnes-là pour les rassurer, pour leur dire que le pays ne vous a pas oublié. Donc, la logique d'un parti politique qui est un parti de la mouvance peut être cela, aller vers ces zones-là, aller rassurer les gens, aller leur parler, aller leur rappeler que non, on ne vous oublie pas. Les choses viennent étape par étape, on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Step by step, pour parler anglais. Donc, votre tout viendra, on va le faire. Maintenant, dans sa communication, dans sa manière de faire, il l'a dit lui-même et il le reconnaît. Je suis un piètre politique. Il a mal fait. Il n'a pas fait de la politique comme cela se doit. Est-ce qu'il n'a pas été piégé? Il avait quand même le professeur. Voilà. Il avait quand même le professeur à ses côtés. Bon, moi je ne parlerai pas tout de suite de professeur. Vous connaissez ma prudence sur ces choses-là. Moi, j'aime parler de ce dont je suis sûr. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez posé une question tout à l'heure pour savoir à qui imputer finalement toutes ces fautes. Est-ce que c'est à lui seul qu'on doit imputer les fautes? Parce que, est-ce que je peux te demander si ce n'est pas un piège? Parce que pourquoi il va là-bas et
et il va faire communication alors que les populations n'ont pas besoin de communication. Les populations ont besoin de l'eau et de l'électricité, Oumar. Oui, mais j'ai répondu à ça. Je dis que les populations ont besoin qu'on les rassure aussi. Pour leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Donc, on doit faire des communications dans ce sens-là. D'où le piège dont je parle. Mais, ce que je veux dire, pourquoi le ministre qui doit fournir l'eau et l'électricité, lui, il va là-bas pour parler? Est-ce que c'est de ça que les populations ont besoin? C'est là où se trouve le piège. Non, ce n'est pas un piège. Parce que le ministre conseiller, lui, il a reçu une mission d'être sur le terrain. Le ministre conseiller a reçu mission d'être sur le terrain. Et le ministre même. Attendez. Le ministre même a reçu mission de fournir de l'eau et de l'électricité dans les babadis. Attendez que je puisse vous donner les explications. D'accord. Je veux situer le piège. Il n'y a pas eu de piège en réalité. Le ministre conseiller, lui, il veut vendre l'action du gouvernement. D'accord? Le ministre conseiller veut vendre l'action du gouvernement. Et c'est lui qui a parlé? Mais écoutez, dès que je me retrouve face à des compatriotes qui se sont rendus compte qu'au cours des 10 ans de mon patron, il n'y a pas eu l'électricité comme cela devrait être, alors que j'ai la possibilité de dire au ministre, monsieur le ministre, il faut venir dire quand même aux populations ce que le gouvernement prévoit les jours, les semaines à venir. C'est là le piège. Ce n'est pas un piège. C'était un piège. Est-ce que c'est mauvais pour un ministre conseiller qui doit vendre l'action du gouvernement en fin de mandat du chef de l'État? De parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va si dire, le ministre conseiller doit prendre la parole, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. S'il doit prendre la parole, la présence du ministre n'a plus sa place. Il va dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et le ministre va dire, je vais vous en donner. Non. Au revoir, et c'est fini. Non. Mais le ministre Akonan n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Je viens de vous le dire. C'est un cadre compétent. C'est un auditeur certifié. Vous parcourez son profil, vous vous en rendrez compte. C'est pourquoi j'ai été, en fait, choqué tout à l'heure quand je me suis rendu compte que dans son communiqué, il se fait passer pour un néophyte. Vous estimez qu'il n'est pas un néophyte? Non, j'estime qu'il n'est pas un néophyte en politique. Il a du parcours. Et donc, il ne peut pas nous présenter un communiqué de cette manière-là, un communiqué qui vient l'enfoncer encore davantage. Je n'ai pas cette impression. Pour moi, peut-être qu'il faut nous faire... Pour moi, ce qu'il veut faire paraître, ce qu'il veut faire paraître, c'est l'image, parce qu'il sait que les populations béninoises accompagnent assez vite... Les néophytes? Non, pas les néophytes, les victimes. Il veut se mettre dans une posture de victime. Bon, là, c'est vous qui l'enfoncez. Mais ce qu'il oublie... c'est vous qui l'enfoncez. Mais moi, je n'étais pas là je ne sais pas, pour soigner son image. Celui qui me parle de dizaines de milliards qui ont été siphonnés sur le budget, il a été précis, sur le budget national. Ce qu'il dit là, ça engage toute la gouvernance du président Patrice Talon. D'où le Haut Commissariat. Merci, vous l'aviez compris. Si le chef de l'État qui a pu mettre en place le Haut Commissariat et qui va aider pour le la Haut prévention à faire cette enquête, si le quotidien s'interroge, ou est-ce que... le Haut Commissariat a l'attitude de mener les enquêtes comme bon lui semble. Le ministère existe, les choses sont au ministère. Et il y a un organe qui en a fait cas. C'est le tout premier dossier d'ailleurs, le tout premier dossier qui va donner plus de la visibilité au Haut Commissariat. Mais est-ce que si ces faits s'avéraient, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt applaudir le ministre d'avoir fait cette déclaration? Mais c'est pourquoi je vous ai dit... Mais rien n'est trop sûr parce que avec le communiqué qu'on vient d'avoir, avec ce que le porte-parole du gouvernement aussi a dit, que non, lui n'est pas sûr du tout que tout ce qu'il dit soit vrai. Donc à partir de cet instant, la véracité, moi j'en doute un peu. Vous savez... L'autre chose que je veux dire, votre doute, vous permettez... Doute méthodique. Oui, le doute que vous avez, oui. le doute que vous avez, c'est un doute que beaucoup de Béninois aussi ont aujourd'hui. Est-ce que... c'est pas sceptique, c'est méthodique, ça. Est-ce que c'est pas une manigance? Est-ce que c'est pas un piège dans lequel M. Akonan est tombé? Beaucoup de Béninois se posent également la question. Comme vous avez posé la question, beaucoup seront en train de se poser cette question-là. D'autres sont allés même plus loin pour dire qu'il a été envoûté.
C'est pas possible. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. C'est possible. C'est possible que ce soit un cas d'envoûtement, mais le cas d'envoûtement, je ne sais pas comment est-ce qu'il va prouver ça à la justice. Ça, les jeunes qui se retrouvent sur les plateformes numériques, à mal parler du chef de l'État, à écrire des... Est-ce que c'est de l'envoûtement? Non, je voudrais quand même que le dossier est si sérieux que... Il y a des jeunes qui... Mais il y a des jeunes qui écrivent sur les plateformes numériques des bêtises, et qui disent que le chef de l'État, il détourne, il fait n'est pas un jeune. Vous avez dit que c'est un expérimenté. Mais je vous dis, dès que les jeunes le disent, l'attitude de la justice, c'est de s'auto-saisir. Et il y a une institution qui recherche les jeunes là jusqu'à ce qu'on aille dans leur maison pour les emmener devant la justice. Pour moi, c'est assez clair. Il doit pouvoir répondre devant la justice pour qu'on puisse savoir effectivement que sous le règne de Patrice Talon, il n'y a pas eu de personnes ayant détourné des fonds du contribuable béninois sans pouvoir Je préfère répondre... le mot siphonner. D'accord. Siphonner. Des personnes ayant siphonné le budget national sans pouvoir répondre de leurs actes. C'est assez pertinent parce que ce qui se joue là, c'est la survie de la République béninoise. Vous avez vu tout ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a pu faire pendant sa mandature? C'est trop dit. Moi, personnellement, je me retrouve dans la posture... La République est debout. Moi, je me retrouve dans la posture de continuer dans cette même dynamique-là. Ah oui. Mais ce seul dossier-là peut permettre à ce que ça soit objet... On peut continuer dans la même dynamique avec l'opposition. Mais écoutez, l'opposition, nous l'avons déjà vu. Qui sont les images? Si l'opposition aime le développement, si l'opposition aime le développement, on ira dans la même dynamique. Qui sont les images qui incarnent l'opposition aujourd'hui dans notre pays? Si l'opposition aime le beau, on ira dans la même dynamique. Mais on les a vus, c'est pas repassé. Est-ce qu'ils ont aimé le beau? En tout cas, Moriagua, je vais accorder la parole. Voilà, j'espère que vous allez me l'accorder pour un bon moment aussi, pour cette fois-ci aussi. Ce que je veux dire, je comprends plus ou moins ce que Hector dit. Je comprends sa colère, je comprends son envie de justice, je comprends le fait que le gouvernement doit se laver de tout ce opprobre-là qui a été jeté à travers donc les propos de comment on appelle, de M. Akpona. Mais je veux rappeler à Hector que si, c'est-à-dire sa colère serait encore un peu plus comprise si le gouvernement n'avait pas réagi. Si le président de la République n'avait pas tout de suite mis M. Akpona à la disposition de la justice en le limogeant du gouvernement. Si le gouvernement était resté bouche bée et n'avait pas réagi, j'aurais compris complètement toute cette colère, toute la fougue, toute l'énergie avec laquelle il réclame justice. Je pense que la justice est déjà en cours. Je pense que les choses sont déjà sur de bonnes rails, à mon humble avis. Le président de la République est resté égal à lui-même. Il n'a pas bougé d'un iota de ce qu'il est. De sa rigueur sur le plan donc, de la gestion de la chose publique. Et donc, dès qu'il y a eu les propos de M. Akpona, je crois que c'est le lendemain ou à peine 2 semaines après, deux ou 3 jours après, immédiatement, il a limogé sans être même au pays. Il était en mission à l'extérieur. Donc il a réagi immédiatement et il a sorti du gouvernement. Ça, c'est déjà un premier point du fait que ce gouvernement ne badine pas avec tout ce qui a rapport avec la bonne gouvernance. On veut toujours tirer au clair tout ce qui peut avoir comme quiproquo, c'est-à-dire point noir dans notre gouvernance. On veut voir clair dedans. Donc, on est déjà sur de bonnes rails à partir de cet instant-là. Maintenant, je veux revenir sur une chose. Vous avez dit, il se peut qu'il soit piégé. Et là encore, je vais dire, mais rassurez-vous, Maury, bientôt on saura s'il a été piégé. C'est ça? Non, rassurez-vous, votre doute sera dissipé parce que la justice est en cours. Parce qu'on saura bientôt s'il a été piégé par qui que ce soit. Enfin, la personne qui l'a piégé, on le saura. Ce n'est pas un niais, le monsieur dont on parle. C'est un ministre. Il va être devant les juges et il va s'exprimer. Ah, pourquoi est-ce que vous avez dit ci? Qui vous a poussé à le dire? C'est quoi? Vous avez reçu l'ordre de qui? C'est qui? Voilà. Ces informations viennent d'où? Et là, on saura s'il a été piégé ou pas. Ou bien, si c'est ce que lui-même reconnaît, c'est-à-dire, j'ai été un piètre. Voilà. Là, il va le dire aussi. Donc, laissons juste le temps pour que la justice puisse faire son travail. Et je répète encore, ceci, pour reprendre un peu avec l'exemple que Hector a donné par rapport à tous ces jeunes-là qui affichent, qui affirment des choses sur Internet,
Mais faites très attention. Faites très attention. Les tests sont là, les lois de la République sont là. Et ça guette tout le monde. La preuve aujourd'hui, dans ce pays-là, les lois ne sont plus seulement appliquées, en tout cas ne sont plus seulement appliquées pour punir seulement le bas peuple, pour punir seulement ceux qui n'ont pas de rang sur le plan social. Ça punit également au plus haut sommet de l'État. Ça punit même des poches du chef de l'État. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une nouvelle donne qui est là. Et tout le monde doit pouvoir comprendre cela et savoir que, avant de dire quelque chose, il faut que je sois sûr de ce que je dis. Avant d'affirmer quelque chose, avant de proférer un quelconque propos, il faut que je tourne 7 fois ma langue, peut-être même 10 000 fois, s'il le faut, avant de l'affirmer. Et je pense que ça, c'est la plus grande leçon qu'on doit tirer à partir de cet instant-là. Et l'autre chose, pour finir vraiment, et c'est vrai que je l'ai déjà dit, ceci-là, c'est la preuve que ce gouvernement ne s'embarrasse pas de quoi que ce soit pour tirer au clair tout ce qu'il y a comme doute dans sa gouvernance, comme point noir dans sa gouvernance. Il veut les mettre au clair pour que tout le monde puisse savoir, même avant son départ, que voilà ce qu'on a pu faire, voilà comment on l'a fait. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de détournement. On a utilisé l'argent à bon escient. Et ça, on va finir avec le sujet. Hector, est-ce que vous avez un dernier propos? Jusqu'où ira cette affaire? Je ne vous ai pas entendu tirer une conclusion franche. Non, mais il vient quand même de tirer la conclusion. Ce n'est pas votre conclusion. Je la partage. Quelle est votre conclusion? Je la partage pleinement. On se retrouve en face d'un chef d'État qui a de la détermination à lutter contre la corruption dans son pays. Et à partir de ce moment-là, il y a les institutions qui l'accompagnent. Il y a la justice qui va jouer convenablement son rôle. Avant que la justice ne puisse jouer son rôle, il y a le Haut Commissariat pour la prévention contre la corruption qui est en train de s'auto-saisir du dossier. Tout ça, c'est de très bonnes notes. Parce que ça nous permet de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est un ministre de la République qu'on peut se permettre de tout dire. En fait, moi, c'est la leçon essentielle que je tire de cette affaire-là. Parce que si vous tenez des déclarations et par la suite, vous revenez pour dire qu'en réalité, tout ce que vous aviez dit, que ce n'était pas vrai, ça aurait dit que vous étiez en train de mentir au peuple. Ça aurait dit que vous étiez en train de mentir aux populations vers lesquelles vous étiez partis. Où se trouve alors votre sincérité? Si vous avez pu dire aux populations que des dizaines de milliards ont été siphonnés sur le budget national, et que quelques jours après, vous soyez revenu dans votre communiqué dire qu'en réalité, vous ne détenez nullement de preuves, est-ce à dire que, en leur promettant de l'eau, en leur promettant de l'électricité, c'était juste pour les bluffer? Voilà encore une autre question qui peut nous interpeller. Affaire à suivre. On va dire un mot rapidement avant de clôturer cette émission sur la levée de cette interdiction d'exportation des produits vivriers. Et donc, maintenant, comment avez-vous accueilli la nouvelle? J'ai entendu dire que cette levée est arrivée à un moment où les populations n'ont plus je sais pas, de marchandises en stock, des choses comme ça. Oumar, vous avez la parole. Oui, comment est-ce que moi je l'ai accueilli? Je l'ai accueilli en on va dire en deux phases. Tout de suite, j'étais, je crois, à la rédaction de DNTV et je lis comment on appelle, le communiqué. Et je me dis, attention, donc ils ont levé cette affaire-là. Il se peut que ça soit encore le début des hausses de prix anarchiques qu'on observait sur nos marchés, au point où tout le monde criait la vie chère, la vie chère. Et le gouvernement a dû prendre, je crois, en juin 2024, la mesure donc comment on appelle, l'interdiction d'exportation de tout ce qui est vivrier, c'est-à-dire les produits de première consommation. Et donc, je me dis,
est-ce qu'en levant donc cette mesure-là, ils ne vont pas créer finalement le même problème contre lequel ils voulaient lutter? Parce que les commerçants, il y a beaucoup de véreux parmi eux, ils vont tout de suite chercher encore à augmenter les prix. Et puis juste après, je me suis dit, mais attends, cette mesure aussi, ça causait plus ou moins quelques petites difficultés aux exportateurs, aux transformateurs, c'est-à-dire qui vendaient leurs produits à l'extérieur, comment on appelle, aux producteurs également qui vendaient leurs produits à l'extérieur. Donc je me suis dit, non, ça sera quand même un soulagement pour eux. Donc finalement, on comprend à partir de cet instant que c'est bien compliqué quelquefois de diriger aussi un pays. Il faut prendre des décisions parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Il faut prendre des décisions parce qu'on doit régler un certain nombre de problèmes et à chaque fois, il faut chercher à peser donc, et mettre les deux sur la balance pour voir quelles décisions on prend pour ne pas trop égratigner les uns et les autres. Donc c'est bien compliqué. Mais pour moi, en gros, cette mesure-là, aujourd'hui, il fallait la prendre aussi parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui seront en train de se poser la question, mais comment est-ce que je vais faire avec tous ces produits-là sur les bras? Les récoltes, ça va recommencer encore. Les gens vont récolter, ils vont faire toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'ils vont faire pour écouler leurs produits sans grande difficulté? Et à leurs clients qui peut-être commencent déjà à les appeler. Voilà. Donc, les avis sont plutôt partagés, mais moi, je comprends quand même la décision. Une décision d'exportation. On ne peut pas vivre en autarcie. C'est vrai que la sécurité alimentaire, c'est essentiel. La vie chère, il faut lutter contre. Mais on ne peut pas ne pas donc vendre également, commercer également avec les pays qui sont autour de nous. Donc, à partir de cet instant, cette mesure-là ne pouvait pas être une mesure qui va rester éternellement, ad vitam aeternam. Il fallait à un moment que cela arrive à expiration. Il est arrivé à expiration. Les autorités font bien donc de lever. Ça sera un grand ouf de soulagement, je l'ai dit, pour tous ces, comment on appelle, ces producteurs, ces transformateurs, ces commerçants. Non, mais ce n'est pas qu'ils n'ont plus rien en stock, c'est le travail de la terre, ça va bientôt recommencer. Ça va avec des saisons. Peut-être les saisons passées déjà se déjà écoulées et qu'il n'y a plus rien, mais bientôt c'est la nouvelle saison, on va encore récolter. Si la mesure doit revenir, ce sera donc la faute encore de nous autres Béninois, de nous qui sommes à l'intérieur du pays, qui augmentons les prix de manière anarchique, qui augmentons les prix dès que... Vous n'êtes pas sans savoir que les gens sont spécialistes de ça. Il va payer de l'huile, il va payer du maïs, il va payer du riz, et puis il stocke tout là. Il ne vend pas. Il attend. Il se dit non, bon, j'attends, quand ça va se raréfier, là je vais augmenter le prix. Si vous faites comme ça, quel est le problème? Ça va créer un problème. Vous payez tout le stock, vous gardez. La population en a besoin, la population n'en trouve pas, et vous dites non, comme c'est rare là, je vais augmenter le prix. Voilà. C'est ça qu'il faut combattre. Donc il faut que nos autorités prennent le bâton de pèlerin à nouveau, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui doit veiller à ces choses-là. Tous ces gros bonnets qui sont de gros commerçants, il faut les sensibiliser, il faut leur parler, il faut les mettre en garde surtout aussi. Parce que, il y a quoi la loi punit également ces gens d'actes. Donc il faut les rappeler à l'ordre et leur dire, attention, quand vous achetez les produits, il faut les revendre. Il ne faut pas les stocker et priver donc la population à qui c'est destiné de ces produits-là. Donc je pense que ça aussi, c'est l'une des causes. Les gens peuvent se servir justement de ce communiqué-là et tout de suite recommencer à faire ces mauvaises pratiques-là. Et donc, les autorités doivent veiller au grain. D'accord, très bien. Je me retourne vers vous, Hugues Zogo. Réaction sur donc, cette affaire de levée de la mesure d'interdiction des produits vivriers. Oui, je pense que c'est une interdiction qui est, pour la plupart du temps, encadrée. C'est une interdiction qui est souvent levée quand le gouvernement obtient quand même des indices de ce que, bon voilà, sur le plan national, on a maintenant la possibilité de ne pas mourir de faim comme on le dit. Et qu'on a vraiment de la graine pratiquement dans tous les ménages. Et vous savez, il y a aussi les usines parfois qui ont besoin de ces produits-là. Donc des fois, si on doit tout laisser sortir du pays, ça devient parfois difficile. Comment est-ce que ces usines-là doivent fonctionner? Donc c'est des mesures que l'État prend, malgré lui parfois. Dans notre posture de citoyen, on a toujours tendance à se dire mais pourquoi ils nous interdisent de sortir nos produits, d'aller les vendre au prix que nous souhaitons, tout ça. Mais c'est pour l'équilibre. C'est pour le bien-être d'abord de la masse que nous constituons.
Voyez-vous? Et moi, je pense aussi que, généralement, tel que le gouvernement vient de le faire là, généralement, il y a une période où ils finissent par lever quand ça vient à expiration. J'ai beaucoup aimé cette expression de Oumar. C'est pas moi, je l'ai juste emprunté au communiqué du secrétaire adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce. Effectivement, quand ça vient à expiration, la période... Donc, il y a eu une période, sans doute, que le gouvernement considère être une période assez sensible. Oui. Et pendant cette période-là, si on laisse les produits sortir du territoire national, on risque d'avoir plus de problèmes en notre sein. Donc, l'État étant quand même garant de la sécurité alimentaire de ses citoyens, je pense qu'il est en train de faire ce qui doit être fait. C'est vrai que pour les agriculteurs qui se retrouvent dans la posture de commerçants, c'est assez difficile, parfois, parce qu'il a peut-être cultivé 2 tonnes de tomates et il avait déjà fait des calculs, se disant qu'il ne va pas du tout en vendre sur le territoire national. Mais par finir, l'État prend une mesure qui l'oblige à rester je vais dire, à rester au Bénin, à ne vendre que pour ses concitoyens. Donc, il n'a plus suffisamment de moyens. Il n'a plus suffisamment de moyens. Ce qu'il aurait pu acquérir à l'extérieur, il n'en a plus. Donc, ça crée un peu de grincement dedans. Espérons que les prochaines campagnes puissent permettre à ce que nous cultivions suffisamment. Et que ça permette non seulement déjà aux concitoyens béninois d'avoir assez de produits en stock et que assez vite l'État puisse maintenant autoriser ces producteurs-là d'aller au-delà et faire écouler leurs produits. Hugues, Hector Zogo, merci de votre participation à ce débat. C'est déjà fini. C'est moi qui vous remercie. Hugues, Hector Zogo, je remarque que votre cravate a été nouée de façon très particulière. Merci. Et puis également, je remarque une médaille sur votre costume. C'est quoi cette médaille? C'est une médaille d'une organisation à laquelle j'appartiens. Je l'arbore avec une certaine fierté. Vous avez cru quoi? J'ai cru qu'il était rentré dans l'ordre national du Bénin, puis voilà la médaille affichée de manière... Non, je ne suis pas encore... Moi, j'ai plutôt pensé au vieux nègre et la médaille. Ça, c'est un livre de Ferdinand Oyono. Le Camerounais diplomate écrivait. Allez. C'est sur cette note d'humour. Vous connaissez la finalité, là. C'est sur cette note Rien pour vous. C'est sur cette note d'humour que nous clôturons cette émission, le forum des rédactions. J'espère qu'on a réussi à vous arracher un sourire à la fin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Oumar Ndiou, merci. Vous êtes analyste politique, journaliste au groupe de presse ITV International d'NTV Diaspora FM. Merci pour donc, votre contribution. Merci à vous, Oumar et Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour votre médaille. Comment cette médaille, c'est comment on va appeler ça? C'est une médaille. Merci pour la médaille. Et nous saluons tous les membres de votre organisation. On peut dire le nom de l'organisation? Non, c'est bon. C'est bon? Vous êtes président, hein? Mais c'est quand même assez beau. Il faut nous coopérer. Vous êtes président. Merci. On aura le temps d'en parler. Merci, président. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, je merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Marseille Yado qui a réalisé cette émission. Merci à Alain Alou qui était au son. Merci à Martin Toïnse. Merci à Modeste Moundek Mondi. Lui, c'est le community manager. C'est grâce à lui que vous avez suivi cette émission en direct sur nos différentes plateformes. Bonne suite de nos programmes. À vendredi prochain, Inch'Allah.